comportement gagnant pour réussir dans ces projets d'innovation. Alors, je m'appelle Xavier Bronlet, je suis fondateur de la société qui s'appelle Acceleration Lab, société suisse, actif en fait dans l'accompagnement des organisations et des individus dans leur transformation en fait et l'adaptation au monde postmoderne ou au monde en fait post-industriel. J'ai eu la chance de collaborer avec une société, on va dire sœur, la Fabrique Humaine à Lyon. Et c'est grâce à eux que je puis vous présenter ou partager ces quelques idées autour des comportements agiles et autour de la gestion de projets d'innovation. Alors, en marge de mon activité de conseiller, de coach agile, je suis également maître de conférence à l'université ici à Lugano et responsable d'un module qui s'appelle Organization and Leadership dans le cadre d'un MBA avec un majeur en innovation. Donc, voilà, ce sont des thèmes qui, pour moi, sont relativement commun et voilà, j'aurai le plaisir de partager mes expériences, de partager avec vous des éléments de connaissance et je pense que dans ce partage, ce qui est important, c'est de ne pas prendre en fait des informations, je vais partager vous avec leur valeur nominale, hein, mais c'est de les intégrer, de voir ce que ça dit pour vous et dans votre pratique pour faire en sorte que vous puissiez en fait enrichir votre expérience, hein, fondamentalement, avec ces éléments de connaissance. Voilà, ce que je vais essayer de faire, c'est de rester, on terminera à 9h50 pile, d'arrêter la présentation après 40 minutes environ, de façon à laisser du temps pour les questions. Alors, si vous avez des questions, vous pourrez en fait les poser par le biais du chat. Si j'arrive à les intégrer dans la présentation, ce que je ferai directement. Sinon, on aura donc 5-10 minutes à la fin pour répondre en fait à vos interrogations. Donc, de quoi allons-nous parler? Bien, nous allons parler de projet, nous allons parler d'innovation, nous allons parler d'agilité, nous allons parler aussi de comportement, nous allons parler de culture en fait de l'innovation, avec une approche qui est très certainement systémique. L'innovation, l'agilité, la gestion en fait de l'environnement dans lequel on vit requiert en fait de prendre en considération toute une série de variables. Hein. L'approche cause-effet fonctionne relativement mal. Et donc, l'idée d'approcher le système dans son ensemble va sans doute nous donner davantage de levier, davantage de puissance en fait pour innover. Et je voulais commencer pour illustrer justement cette vision systémique par cette phrase qui nous vient de Peter Drucker, donc, qui est un consultant américain, que certains d'entre vous connaissent, qui disait la culture se nourrit de stratégies pour le petit déjeuner. Et donc, je trouve intéressant cette quote parce que c'est quelque chose qu'on observe régulièrement, que j'observe en tant que conseiller dans les organisations. Implémenter une stratégie, définir une stratégie, définir la façon dont on souhaite en fait rejoindre l'objectif. Si on ne travaille pas sur le contexte, si on ne travaille pas sur la culture, ça ne va pas fonctionner. Et c'est la même chose en fait avec l'agilité, c'est la même chose avec les comportements agiles, les méthodes agiles. Si on n'a pas une culture qui va nous permettre effectivement d'adopter cette nouvelle méthodologie, il y a beaucoup de chances que ça ne fonctionne pas. Et donc, quand on parle aussi d'innovation, quand on parle de stratégie, quand on parle de système, on va parler également d'innovation, non seulement en fait dans les procédures, dans les produits, mais également dans notre organisation, dans nos façons de faire. Et il y a un élément essentiel dans l'innovation, c'est quand on innove, on change de contexte et le vocabulaire, les étiquettes qu'on va mettre sur les choses, c'est un élément qui est très important. Si, ce que j'observe dans les organisations, c'est qu'on apporte une nouvelle méthodologie, on essaie de faire évoluer en fait la culture, et ce qu'on va observer, ce sont des réflexions du genre « Ah ouais, mais ça fait 30 ans qu'on fait comme ça, donc c'est toujours, on nous resserre toujours la même soupe, mais on donne simplement de nouveaux noms. » Et avec cette approche, eh bien on se dit, on appelle toujours les choses de la même façon, ce qui fait en sorte qu'on devient immune en fait au changement.
Et donc, c'est très compliqué après d'évoluer parce qu'en gardant les mêmes étiquettes sur des comportements en fait, qui sont différents, ça nous permet quelque part de rester dans notre zone de confort et d'éviter d'évoluer, et donc d'éviter d'innover. Donc, c'est le premier élément important. Le changement va nécessiter, l'agilité dans le changement va effectivement nécessiter d'utiliser de nouvelles étiquettes, d'appeler les choses de nouvelles façons comme support en fait au changement, de façon à sortir de cette immunité au changement. Alors, quelques statistiques pour commencer. L'organisation 4PM nous dit 70% des projets ont tendance à échouer. Alors, 70% des projets ont tendance à échouer. Pourquoi? Parce qu'ils finissent en fait hors budget, ils finissent hors délai, ils ne finissent pas avec la qualité souhaitée, ils n'implémentent pas les fonctionnalités, les éléments qui avaient été demandés au départ. Et donc, voilà, c'est un premier constat qu'on peut faire si on souhaite parler en fait de projets. Voilà, c'est savoir que 70% des projets ont du mal à se terminer. Un deuxième élément, et donc qui est une bonne nouvelle, c'est que ce que l'étude de PricewaterhouseCoopers nous dit, c'est que les projets agiles ont 28% plus de succès que les projets traditionnels. Donc, OK, on a 70% des projets qui finissent mal, mais avec l'agilité, on va en fait augmenter nos chances de 28% d'augmenter en fait le succès. Et là, voilà, pour la statistique, je vous laisse calculer, hein, 28%, de 70%, etc. Donc, ici, au-delà des chiffres, bien entendu, voilà, l'approche agile ou les approches agiles vont en fait effectivement pouvoir nous aider. Attention, je reviens sur le point de la systémique, c'est de voir comment intégrer en fait ces pratiques agiles pour faire en sorte effectivement qu'elles soient efficaces. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder durant ce temps. Alors, quand on parle en fait d'agilité, globalement, KPMG nous dit, ben voilà, l'agilité, c'est quelque chose qui relève du domaine de l'IT, des systèmes d'information. Effectivement, quand on parle d'agilité, on parlait de développement agile, on parlait de Scrum, par exemple, ou de XP. C'est quelque chose qui appartient maintenant très fortement au monde, en fait, des systèmes d'information. Les unités d'affaires, donc les business units, adoptent ces principes également à 77%, 77%, pardon. Marketing and sales, 59%, les fonctions de back-office, 53%, et hautes fonctions, 62%. Donc, on voit effectivement par ces statistiques de KPMG que l'agilité relève principalement des systèmes d'information, mais pas que. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on peut utiliser l'agilité dans ces systèmes d'information, mais bien ailleurs également, dans tous les domaines en fait de l'organisation. En allant de l'avant, on va parler maintenant d'innovation pour centrer davantage le cadre de cette première conférence. Innover, pourquoi? Pourquoi écrit en deux mots? Simplement parce qu'on peut dire je vais innover en fait dans mes produits, je vais créer de nouveaux produits, je vais faire évoluer ma gamme de produits. On peut se dire aussi je vais faire évoluer mes procédés de production. Et à la planche précédente, on parlait en fait d'innovation IT dans les systèmes d'information. Donc là, les procédés de production, la digitalisation, par exemple, dont on parle énormément, c'est faire évoluer en fait ces procédés. On va pouvoir évoluer également dans l'organisation et se dire, tiens, si on devenait plus agile dans l'organisation, si on réduisait le nombre en fait de couches que nous avons de management dans l'organisation, si on adoptait en fait de nouvelles formules organisatives, on serait dans l'innovation d'organisation. Et dernièrement, l'innovation de marketing, à savoir comment on distribue nos produits, nos services, comment nous approchons en fait de nos clients. Et on va pouvoir, par exemple, là-bas parler de digitalisation, hein, qui est un nouveau terme à la mode, c'est-à-dire tiens, comment est-ce que je vais m'approcher fondamentalement mes clients? Est-ce que j'ai une approche physique, j'ai une approche digitale, ou je vais peut-être mélanger en fait ces deux concepts. Et donc, si on regarde les innovations, on peut également les qualifier d'internes ou les qualifier en fait d'externes. Qu'est-ce qu'on entend par là? Simplement, l'innovation va pouvoir être quelque chose en fait qu'on va s'approprier en interne, mais qui existe déjà sur le marché. Okay, innovation de produit, par exemple. Hier, je regardais au journal télévisé sur M6 la présentation d'un système de comptage dans les grandes surfaces pour s'assurer qu'il n'y ait pas plus d'une personne par 8 mètres carrés.
l'avez peut-être vu. Et donc, on avait un bel iPad avec un système de caméra. Donc là, finalement, en termes d'innovation de produit, rien de neuf. Les caméras, ça existe depuis longtemps. Les iPads, ça existe depuis longtemps. La connexion entre les deux. Donc là, c'est une innovation dite interne. Hein. On n'a rien créé fondamentalement de neuf, mais on a mis sur place un produit. On voit davantage à parler d'innovation interne. On utilise des choses qui existent sur le marché pour se les approprier. L'innovation externe va, quant à elle, produire en fait de nouveaux produits qui n'existent pas encore sur le marché. Et voilà, identifier un produit donc, qui n'existe pas de façon en fait à le produire et créer quelque part un nouveau besoin sur le marché ou répondre à un besoin qui n'est pas encore qui n'a pas encore de solution fondamentalement. Et donc voilà, et on a, et donc par cette innovation interne et cette innovation externe, c'est toujours intéressant de voir aussi l'évolution de nos idées et de se dire, tiens, imaginez un concept qui existe en fait et que vous n'avez jamais intégré parce que vous n'avez jamais été exposé à cette idée. Le fait de comprendre cette idée, ben voilà, vous avez une compréhension interne. Vous n'avez rien inventé. Mais simplement, vous l'avez. Donc, c'est quelque chose qui existe de neuf et qui existe pour vous. Alors que si vous inventez quelque chose de complètement neuf, à ce moment-là, ça va être effectivement quelque chose d'innovateur, donc qui même à l'extérieur, en fait, de vous, fondamentalement, n'existe pas. Alors, innover pourquoi en deux mots ou innover pourquoi en un mot. Alors, on va pouvoir innover pour rester pertinent en s'adaptant aux besoins du client. Donc, on parlait de digitalisation tout à l'heure. Donc, les clients sont de plus en plus digitalisés, sont de plus en plus demandeurs en fait d'avoir des services digitaux. On regarde l'évolution du secteur bancaire, par exemple, avec la mise à disposition sur les canaux digitaux d'une série de services. Hein. Donc, c'est s'adapter, donner la possibilité à tout un chacun, effectivement, de traiter ses opérations lorsqu'il le souhaite. On peut également se différencier de la concurrence et donc innover pour se dire, tiens, on va faire un produit qui est différent. On souhaite être différent des autres. Et là, j'aime beaucoup le cas de Renault, par exemple. Là, si on regarde, en fait, la façon que Renault a eu de se différencier de la concurrence par la création de modèles toujours novateurs, la R4, la R5, et puis les derniers modèles aussi qu'ils ont fait, la Zoé. Voilà, c'est cette capacité en fait à se différencier de la concurrence par la création en fait, de produits particuliers. On peut également innover pour acquérir de nouvelles parts de marché et se dire, tiens, on produit quelque chose et donc on va innover pour entrer sur un nouveau marché, on distribue sur le marché français, tiens, on souhaiterait entrer sur le marché suisse, par exemple. Voilà, on va pouvoir innover pour effectivement pénétrer ce marché. Enfin, on va pouvoir innover également pour améliorer sa productivité. Et là, si on regarde en fait années 80, années 90, début des années 2000, l'innovation portait principalement effectivement sur l'amélioration de la productivité. Comment est-ce qu'on peut réduire fondamentalement les coûts de production pour améliorer fondamentalement les marges. Et donc, ici aussi, si on regarde pourquoi l'innovation, ben, l'innovation répond à des besoins internes ou répond à des besoins externes. On va répondre à des besoins internes en innovant, en disant, tiens, les besoins internes, c'est produire de la valeur pour les actionnaires, par exemple, s'assurer de meilleures marges, besoins internes, ou besoins externes, se dire, tiens, non, pour nos clients, il est important de les servir, de leur donner de nouveaux produits interne, externe. Et donc, on voit ces deux fonctions interne, externe par rapport à l'innovation. J'acquiers une technologie qui existe déjà sur le marché, je crée cette technologie, ou bien je crée pour mes clients ou je crée de la valeur par l'innovation. Et donc, si on regarde quelques statistiques rapidement par rapport à l'innovation, la position de la France, donc ces statistiques sont un peu vieilles, je n'ai malheureusement pas trouvé de plus récent. Voilà, on voit que la France est un peu en dessous des 60% dans le nombre de sociétés effectivement qui innovent, qui arrivent à la 5e place derrière le Luxembourg, l'Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni, qui est au-dessus de la moyenne européenne. Donc, intéressant aussi de voir par rapport au positionnement du pays et du nombre de pourcentage de sociétés qui innovent. Alors, quand on parle d'innovation, il est intéressant également de lier l'innovation à un sujet qui est très courant, c'est le sujet des places,
l'équilibre des genres hein, dans la société et de voir qu'il y a l'innovation et les femmes. Et donc, ici, une statistique en fait de l'Organisation mondiale pour les brevets montre en fait que si on regarde l'innovation et si on regarde qui dépose en fait les brevets, hein, on voit qu'en 2015, eh bien, on a seulement en fait voilà, 29% des brevets qui sont déposés par des femmes. Et donc, l'intéressant en fait quand on parle d'innovation, et c'est de se dire, tiens, comment se fait-il? J'invite, vous pouvez visiter le site de l'organisation, qui a un très bel article hein, qui va décrire en fait les causes qu'eux ont analysées. Je pense qu'il est intéressant de restaurer également l'équilibre des genres, dans la mesure où l'innovation peut utiliser les traits de caractère qui sont féminins, les traits de caractère qui sont masculins, en allant au-delà en fait du nombre hein, de femmes et d'hommes dans l'organisation, mais davantage en fait en utilisant les qualités féminines et les qualités masculines pour donner en fait davantage de corps et davantage de dimensions aux innovations. Alors, parlons maintenant d'agilité. On a parlé de projet, on a parlé d'innovation. Parlons maintenant d'agilité. À quoi sert fondamentalement l'agilité? Alors, il y a plusieurs définitions. Une définition que j'aime bien, c'est celle de dire l'agilité, c'est une nouvelle façon de restaurer quelque part l'équilibre entre le contexte dans lequel j'opère et mes pratiques, mes façons d'opérer avec ce contexte. Donc, si on regarde aujourd'hui le contexte dans lequel nous vivons, il est de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu. On parle de VICA, si vous avez déjà entendu parler. Et donc, les caractéristiques de ce contexte font en sorte que notre façon d'opérer, notre façon de gérer en fait ce contexte opérationnel devient de plus en plus compliquée. Et donc, on pourrait effectivement parler de façon spécifique de la crise qu'on est en train de vivre pour l'instant. Et au-delà en fait de cette crise, ce qu'on remarque, c'est que les pratiques qui fonctionnaient par le passé ont montré en fait dans les limites. Donc, je vous explique. On a aujourd'hui, si vous regardez ce qui arrive sur votre bureau tous les jours, trop de choses qui arrivent trop vite, qui arrivent trop fort, et on a en fait une accumulation de trop. Et donc, devant cette accumulation de trop, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance en fait à toujours agir, à réutiliser en fait les mêmes comportements, les mêmes méthodes, les mêmes pratiques qu'on utilisait par le passé. Et donc, on agit toujours dans l'urgence. Donc, plus on a des choses à faire, plus on va agir dans l'urgence. On procède toujours de la même façon, mais on essaie de faire plus vite. Et donc, plus j'ai des choses à faire, plus j'agis dans l'urgence. On a une flèche en fait de renforcement. Vous voyez, plus des choses arrivent sur le bureau, plus on agit dans l'urgence. On a une relation identique. Et plus on agit dans l'urgence, on va avoir une relation opposée par rapport à ce qu'on a sur le bureau. Donc, plus je fais vite, plus je vais garder en fait un bureau qui est propre. Waouh! Là, on a trouvé la solution. Donc, est-ce que l'agilité, c'est effectivement courir de plus en plus vite? Eh bien non. L'agilité, c'est pas ça. L'agilité, c'est pas faire ce qu'on fait déjà depuis longtemps, mais essayer de le faire plus vite, parce que si on essaie de le faire plus vite, on va le faire moins bien. Et donc, on a ici, on voit une première boucle d'équilibre, hein, mais le problème de cette boucle d'équilibre, c'est que plus je travaille rapidement, plus je vais créer en fait une perception de résilience. Waouh, j'y arrive. Je travaille 10 heures par jour en courant toute la journée et j'arrive effectivement à faire tout ce que je dois faire. Waouh, super. Et donc, plus j'agis dans l'urgence, plus je vais avoir l'impression de résilience. Plus j'ai cette impression de résilience, eh bien, moi, je vais en fait m'approcher, me donner la possibilité de devenir agile. Si maintenant, on oubliait agir dans l'urgence pour un moment, on se disait, tiens, si on devenait agile, qu'est-ce qui se passerait? Donc, plus j'ai des choses à faire, plus je deviens agile, ça pourrait effectivement être une solution, une relation identique. Le problème, en fait, c'est que si je deviens agile, donc ça me permettra de gérer le flux des choses qui arrivent sur mon bureau de plus en plus, de mieux en mieux, hein, donc on crée une boucle d'équilibre. Mais le problème, en fait, c'est qu'il y a un délai. L'agilité, ce n'est pas quelque chose qui va nous donner quelque part un résultat immédiat. Okay, donc il faut en fait adopter cette agilité, il faut l'apprendre, il faut changer ses façons de faire, et on n'a pas en fait des résultats qui vont arriver du jour au lendemain. Donc on a une boucle d'équilibre également, mais qui est en fait plus lente. Et donc si on termine ce dessin, un autre problème qu'on observe, c'est que la perception
de résilience que vous pouvez avoir, elle va avoir un effet inverse sur le besoin en fait de devenir agile. Vous agissez dans l'urgence, vous avez cette impression de résilience, et bien, puisque je suis résilient, donc je ne dois pas être agile. Et donc, ce qui va faire une boucle en fait de renforcement qui va en fait vous éloigner de l'agilité et qui va quelque part devenir une espèce de cercle vicieux et qui va faire en sorte que 24 heures dans la journée ne suffiront pas pour faire tout ce que vous avez à faire. Et donc, l'idée de l'agilité, c'est d'être conscient en fait de ces mécanismes rotors, de ces cercles vicieux qui nous entourent, et dire comment est-ce que je pourrais changer de façon de faire pour ne plus en fait agir dans l'urgence, éviter de faire, de travailler en fait en monde, travailler comme un sapeur-pompier, hein, c'est-à-dire j'ai toujours un feu, une partance de feu et je dois toujours courir après, mais c'est de dire éviter d'abord de faire partir le feu et d'allumer du feu en utilisant en fait des techniques qui ne sont peut-être plus adaptées en fait au temps moderne. Donc l'agilité, introduction à l'agilité, c'est-à-dire que l'agilité, ça n'est pas faire les choses plus vite. Souvent, en fait, quand je présente en entreprise l'agilité, le feedback que je reçois, c'est « Ah oui, c'est faire les choses plus vite », mais non, en fait, pas forcément. C'est faire des choses, en fait, principalement différemment. Et donc, en allant de l'avant, je vous propose, en fait, un voyage au pays de l'agilité, Agility Land. Et donc, quand on parle d'agilité, on peut parler de méthode, de domaine, de comportement, d'organisation, de culture ou d'intention. Alors, peut-être qu'il y a des mots que vous avez déjà entendus, peut-être que ces choses, en fait, sont nouvelles pour vous. On aura l'occasion après de les explorer. Donc, quand on parle en fait de méthode, on va parler par exemple de design thinking ou de Scrum, qui est une méthode en fait de développement informatique, des systèmes d'information, mais pas seulement. On va pouvoir parler de Lean, on va parler de Kanban. Donc, ce sont des méthodes et des processus que l'on peut suivre effectivement pour travailler de façon agile. Il y a d'ailleurs une conférence tout à l'heure sur le design thinking qui entrera davantage en fait dans le détail de cette approche. Le deuxième niveau dans notre pyramide, ce sont les domaines. Et donc, on peut être agile dans le monde de la finance, dans le monde des technologies, systèmes d'information, dans les opérations. Donc, la finance agile, c'est avoir, par exemple, et gérer ses liquidités de façon à pouvoir continuer à payer ses employés, même si on est forcé, en fait, et contraint à l'arrêt de l'activité pour cause d'une crise majeure comme la pandémie, par exemple. La technologie, système d'information, on a vu dans les statistiques de KPMG, 91% de l'agilité se trouve là-bas, mais également dans les opérations. L'agilité, la façon de livrer la marchandise, par exemple, à la clientèle. On va voir également l'agilité dans les comportements. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des comportements qui sont agiles? C'est des comportements qui vont s'adapter en fait au contexte et très important, qui vont être générateurs en fait d'intelligence collective. Comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble? Comment on arrive à oser, à croiser en fait nos limites pour faire en sorte effectivement que ça fonctionne. On pourrait également parler d'agilité au niveau des entreprises et vous avez peut-être déjà entendu parler des unités autonomes de production, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'holacratie, les entreprises libérées, la sociocratie, l'organisation TIL. Ce sont des modèles en fait d'organisation qui ont embrassé en fait les pratiques agiles. On pourrait également parler de culture agile. Et donc la culture agile, c'est une culture qui est davantage adaptée au monde, au contexte post-industriel. On aura l'occasion d'y revenir et comprendre comment la culture agile peut faire évoluer nos comportements dans l'innovation. Et enfin, en termes d'intention, l'intention agile, on va se dire comment est-ce que je peux rendre plus agile mon organisation et transformer en fait l'organisation en une organisation à mission, par exemple, qui vise à la satisfaction de toutes les parties prenantes, peut également être en fait une direction dans laquelle on va donner de l'agilité à l'organisation parce que la mission va permettre d'intégrer le bien-être et la satisfaction de toutes ces parties prenantes qui vont en fait les rendre davantage acteurs et donc permettre de générer davantage de la valeur pour l'ensemble du système. Et donc, dans l'introduction, je vous parlais de systémique. Et ce qu'on voit ici, dans les éléments en fait, de l'agilité, on a toute une série d'éléments qui sont liés. Et donc, je vous invite à regarder cette pyramide comme si on plantait en fait un arbre sur cette pyramide. Plus les racines vont aller profondément dans les différentes couches, mais plus l'agilité en fait qui est implémentée sera effectivement efficace.
Si on utilise seulement une méthode, mais qu'on n'utilise pas, en fait, qu'on n'implémente pas les bons comportements, qu'on n'a pas la bonne culture, qu'on n'a peut-être pas la bonne intention, ça va peut-être fonctionner de façon moins optimale. Et donc voilà, après ce voyage en fait à GT Land, si on regarde en fait et si on essaie de cartographier voir un tout petit peu la culture agile. Alors chez Acceleration Lab et en collaboration aussi avec la fabrique humaine dont je vous parlais tout à l'heure, on utilise un diagnostic de l'agilité des organisations qui permet de positionner l'organisation et de définir en fait son agilité. Et si on a un premier résultat, une première carte qui permet de dire et de positionner, voilà, comme moi le point bleu, c'est dire tiens, où se trouve en fait l'organisation et où se trouvent ces composants. Et donc, l'innovation, plus l'organisation va être agile, plus elle sera en mesure de s'adapter, hein, puisqu'on voit, on a un axe, l'axe des verticales, l'axe des Y, qui est l'axe de l'adaptabilité, et puis on a l'axe de l'intelligence collective. Donc, c'est la capacité à utiliser le collectif pour faire en sorte, effectivement, que l'on puisse, créer ensemble. Et donc, l'intelligence collective est un élément qui est fondamental. La valeur qui est produite par le groupe, si le groupe fonctionne bien, cette valeur sera majeure de la somme des valeurs individuelles. Si vous avez déjà entendu faire plus avec moins, 1 plus 1 égale 3, voilà. Là, on est en fait dans le paradigme de l'intelligence collective. Quand les personnes travaillent ensemble et lorsqu'elles arrivent effectivement à contribuer, à mettre en commun leurs idées, à ce moment-là, on crée des choses qu'on n'aurait pas pu créer seul. On a des insights, des idées qui viennent, et si vous regardez ces discussions que vous pouvez avoir avec vos collègues, lorsqu'il y a ce flow, il y a cette énergie qui circule entre les personnes, on arrive à des résultats que généralement on ne peut pas atteindre à partir du moment où on est en conflit, en tension avec ses collègues. Et l'adaptabilité, là on est au cœur de l'innovation. Donc l'agilité, dans ce cadre-là, est définie comme étant donc cette capacité à s'adapter en fait ensemble, faire évoluer l'organisation. À l'opposé, on a ce cadre top-down où le chef décide, les employés avancent, et donc on est dans un contexte qui ne va pas privilégier l'adaptabilité, et on est dans un contexte qui ne va pas non plus privilégier le travail de groupe. Et donc à ce moment-là, on va être dans des conditions qui vont permettre l'innovation de façon beaucoup plus difficile. Et donc, ou qui vont utiliser des paradigmes qui ne sont pas forcément optimaux. Dans une organisation top-down, qu'est-ce qui va se passer? Puisque chacun ne peut pas en fait innover dans sa position, on va créer une organisation, une unité recherche et développement qui sera, elle, en charge en fait de l'innovation. Et donc, dans l'organisation top-down, on a tendance à ségréguer, à faire des silos et à distribuer en fait les responsabilités. Le problème de la distribution des responsabilités, c'est qu'il n'y a plus de personne qui est responsable. Les personnes en charge de l'innovation, de la recherche et du développement n'appartiennent pas à la ligne. Et donc, il y a une rupture entre la ligne de production et les personnes qui inventent. Ce qui fait en sorte que qui travaille sur la ligne et qui a des bonnes idées ne va pas pouvoir, dans l'organisation, pouvoir partager ses idées, et qui se trouve en fait à la recherche et développement va avoir peut-être de bonnes idées, mais qui ne répondent pas forcément aux besoins de la clientèle. Et donc, l'intérêt de pouvoir innover sur la ligne et donc d'être agile, de permettre à tout le monde de participer à cette intelligence collective et à l'activité, va favoriser justement cette capacité à innover en utilisant les ressources de la ligne de production. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'en faisant en fait l'analyse de l'organisation, la culture organisationnelle n'est pas quelque chose de fixe, de stable, c'est quelque chose qui va évoluer. Et donc, on peut toujours se poser la question et réécrire en fait l'histoire de l'organisation. D'où vient-elle? Où va-t-elle? Et le point où elle se trouve sur cette carte, c'est fondamentalement simplement le point qui dit oh, tiens, on est là et où souhaite-t-on aller de façon en fait à faire évoluer l'organisation. Et dans notre approche en fait d'accompagnement du développement de l'agilité des organisations, bien voilà, ce diagnostic permet de définir où est-on, où souhaite-t-on aller, d'où vient-on et comment en fait créer une histoire qui permette à l'organisation d'évoluer et dans ce contexte aussi adopter des postures qui vont lui permettre d'innover. Alors,
Dans cette analyse, on a également une série d'indicateurs qui vont être produits. Donc, le diagnostic, c'est un diagnostic en ligne complété par des interviews. Donc, il va permettre de regarder une série d'éléments, dont les éléments qui sont utiles en fait à l'innovation. Et donc, ce que nous avons noté dans le travail fait avec les organisations avec lesquelles nous avons travaillé jusqu'à présent, c'est que le focus sur le client est un premier indicateur important qui va nous permettre d'innover. Alors, on a vu tout à l'heure innover pourquoi, hein? Innover pour s'adapter en fait au client. Donc, si je n'écoute pas mon client, si je n'intègre pas mon client en fait dans mes procédures et mes pratiques, c'est compliqué de m'adapter en fait à l'évolution de ses besoins. Par contre, si je l'intègre dans l'organisation, pratique agile, à ce moment-là, je vais pouvoir davantage l'écouter et le faire participer à mon innovation. Intégrer le client dans l'innovation, c'est de dire, tiens, je vais faire éventuellement un projet pilote en intégrant 1, 2, 3 clients et voir comment est-ce que lui, en fait, va répondre. Le client impliqué dans l'innovation, impliqué dans le pilote, sait qu'il participe à une expérience. Il sait que ça pourrait éventuellement pas fonctionner. C'est OK. Capacité à apprendre. Lorsqu'on veut innover, on doit absolument apprendre. Et puisqu'on innove, on expérimente, on fait des erreurs, on apprend de ses erreurs. Donc, cette capacité à apprendre est également fondamentale. Elle fait partie de cette agilité culturelle, agilité systémique qu'on peut mesurer. Bien entendu, la capacité à innover, qui est le point central, et donc cette capacité à innover en se disant, dans l'organisation, qui effectivement peut innover? Est-ce que ce sont les personnes dont je parlais tout à l'heure qui appartiennent au département recherche et développement, ou bien chacun sur la ligne dans l'organisation a cette capacité à innover et peut effectivement produire, proposer en fait des informations. Alors, ce qu'on observe dans les organisations d'une certaine taille, hein, en termes de capacité à innover, généralement, les personnes qui travaillent sur la ligne ont des idées pour améliorer le produit, améliorer la façon à produire, proposent en fait ces idées à leurs responsables. Le responsable leur demande tiens, ce serait intéressant si tu me faisais quelques slides PowerPoint comme ça à la prochaine réunion. Je vais pouvoir partager ça avec mes collègues et peut-être mon supérieur. Et généralement, eh bien, on produit un document d'étude, une première analyse. Ce document, en fait, finit nulle part. Et donc, il ne va pas être exploité parce que l'organisation top-down qu'on a vue à la planche précédente ne favorise pas, en fait, le développement des idées. Ça devient trop compliqué. Je ne suis pas propriétaire de l'idée, pourquoi est-ce que je devrais en tant que manager, etc. Donc, cette capacité à innover, c'est vraiment de voir, en fait, la capacité de tout un chacun dans l'organisation à pouvoir faire des propositions, à pouvoir les développer. Et le dernier élément qui est clé dans l'innovation, c'est la transparence. Transparence en termes de transmission d'informations. Je souhaite innover, j'ai une idée. Si je sais de ne pas savoir toutes les informations, si les informations sont données au compte-gouttes, je me dis, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a déjà pensé à ça, il y a surtout une série de questions qui vont… Si je sais que je sais toutes les informations, à ce moment-là, je peux davantage en fait évaluer la pertinence de mon idée innovative que je souhaite partager. Et donc, d'où l'intérêt de travailler et d'avoir également la transparence. Donc, ces 4 indicateurs, les 4 qu'on a vus avant, permettent de positionner l'organisation, de dire, tiens, comment est-ce qu'on est mis, quel est notre contexte dans lequel on va pouvoir effectivement créer l'innovation. Alors, si on regarde la culture de l'innovation, qui est dernier élément en fait en termes d'agilité systémique, hein, on peut parler d'innovation qui a davantage trait au monde industriel et d'innovation qui a trait au monde post-industriel. Le monde VUCA dans lequel nous nous trouvons est davantage en fait lié à cette ère, en fait, ce moment post-industriel ou post-moderne. Et donc, c'est de se dire, en termes de valeur, de sens partagé. Donc, l'innovation dans le monde industriel, c'était j'innove pour créer de la valeur pour les actionnaires. Je fais un nouveau produit, une nouvelle part de marché, donc pour gagner plus, on est davantage, en fait, on travaille sur les marges. Alors que dans le monde post-industriel, on va innover davantage pour satisfaire les parties prenantes. J'innove, ce qui me permet de satisfaire mes clients, satisfaire les fournisseurs, satisfaire les employés, et donc travailler sur cette satisfaction. En termes de pratique de management, l'innovation dans le monde industriel, qu'est-ce qu'on faisait? On allait chercher des best practices. Ah, qui a déjà fait? Ah oui, mais non, eux, ils ont fait ça. Ah oui, mais non. Et donc, on essaie de récupérer ce qui a été fait ailleurs pour le refaire chez soi. Et donc, on est typiquement en fait dans une innovation interne. Alors que les pratiques de management dans le monde post-industriel, pour innover, c'est davantage
déléguer et expérimenter. Je délègue en fait à mes employés, je délègue aux personnes avec lesquelles je travaille, c'est cette responsabilité innover. Si vous avez des idées, très bien, essayons-les. Essayons-les, on est dans l'empirisme, on est dans l'expérimentation. Si on regarde l'organisation, le monde industriel, on était davantage dans la recherche et développement. Par contre, dans le monde post-industriel, on est davantage dans les circuits courts et dans l'émergence. Tiens, essayons, et si on essayait, si on expérimentait sur la ligne pour voir si effectivement ça fonctionne. On n'a pas la structure pour, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se donner cette structure pour expérimenter et innover? La gestion de l'information dans le monde industriel est centralisée. L'information, c'est le pouvoir. Par contre, dans le monde post-industriel, l'information est distribuée. Si je distribue l'information à toutes les parties prenantes, elles vont pouvoir effectivement innover parce qu'elles savent qu'elles connaissent en fait tous les éléments. En termes de comportement, le monde industriel, on a des comportements centrés sur soi, on a une vision en fait en silo, chacun va bosser pour sa propre équipe sans soucier en fait des équipes qui bossent autour, simplement parce que l'organisation est procédurale, il y a des process qui se chargent en fait de l'intégration des différents éléments. Alors que dans le monde post-industriel, on va être davantage en fait centré sur le contexte, de façon à pouvoir être pertinent et comprendre que d'autres personnes dans l'organisation, au niveau de la clientèle, au niveau des fournisseurs, pourraient être impactées. Enfin, dans les méthodes, on va être en fait dans le monde industriel davantage dans l'innovation du contrôle, alors que dans le monde post-industriel, on va se mettre dans une posture apprenante. Le monde change en permanence, on doit s'adapter, on doit apprendre. Et donc, que faire finalement pour apprendre? Alors, est-ce que je fais ici l'apologie du monde post-industriel en disant oublions tout ce qui a été fait par le passé, faisant table rase? Ben non, en fait, pas forcément. Parce que si vous vous souvenez la balance de l'agilité, c'est s'adapter en fait à son contexte. Et donc, si entre le monde industriel et le monde post-industriel, mon contexte se trouve là-bas, si mon organisation se trouve ici, ben, devenir en fait suffisamment agile, c'est m'adapter en fait à mon contexte pour effectivement trouver cette position d'équilibre. Si mon contexte est encore industriel, c'est OK de trouver cet équilibre. Et ce que nous faisons avec l'agilité systémique, c'est mesurer en fait la vicabilité de l'environnement, hein, voir quelle est la turbulence de l'environnement, comment est-on positionné pour justement restaurer cet équilibre. Si nous nous trouvons dans cette position-là, ce qui va se passer, on va avoir une dette organisationnelle. Cette différence va faire en sorte qu'il y a des tensions, il y a du stress qui ne vont pas permettre en fait effectivement l'innovation. Par contre, à partir du moment où on va réduire ce gap, on va changer, on va faire évoluer les pratiques, faire évoluer la culture, à ce moment-là, on va se mettre dans une posture qui va nous permettre effectivement d'évoluer, d'innover dans nos pratiques et nos façons de faire. Alors, rapidement, l'agilité systémique, une radiographie de l'organisation avec une série d'indicateurs qui vont permettre de travailler et un programme d'accompagnement pour faire évoluer en fait ces pratiques. Alors, nous avons parlé en fait dans la pyramide de la culture agile. Si on souhaite parler en fait des comportements agiles maintenant, donc les comportements agiles dans l'organisation, ce sont les comportements qui vont nous permettre de prendre la responsabilité de nos propres limites, faire en sorte qu'on arrive en fait à prendre ses responsabilités, que les autres prennent également leurs responsabilités pour créer un espace de jeu commun qui se trouve en fait à l'intersection de mes limites et les limites des autres. Et on doit être bien entendu conscient de ces limites, on doit prendre conscience des limites en fait des autres, de façon à définir clairement l'intersection et pouvoir y jouer. Alors, imaginons en termes de comportement agile, hein, des comportements de coopération, par exemple. Voilà, je suis en fait dans le cercle, mon contexte, les personnes avec lesquelles je travaille sont dans le carré, bien, on a 3 positions de vie. On a une première position A, donc ça signifie en fait, imaginons qu'il y ait une réunion de projet, ok, j'ai un problème en production, je reste dans ma zone de confort, je me fiche de ce qui se passe ailleurs, réunion de projet, pas envie, dès que j'ai un problème en production. Okay, et donc à ce moment-là, je ne prends pas les responsabilités pour moi-même, je ne vais pas chercher en fait à me situer dans l'intersection, mais je réponds simplement à mon propre besoin. Problème en production, la réunion, je m'en fous. Coopérer en fait en se mettant à l'intersection, on se dit ah ouais, j'ai un problème en production, mais cette réunion est importante. J'y participe,
afin de discuter la résolution du problème, mais je ne peux pas rester jusqu'au bout. Donc là, je regarde, en fait, je pondère mes intérêts personnels et les intérêts de mon contexte. Troisième position de vie, cette réunion ne sert à rien et dire que je suis obligé d'y participer alors que j'ai un problème en production. Donc, j'oublie mon problème, je me fais passer en second plan, j'y participe avec des pieds de plomb sans écouter parce que je continue à penser à mon problème. Et donc, ce qu'on voit ici en termes de coopération et des comportements agiles, c'est de dire comment restaurer l'équilibre entre les besoins du contexte et mes propres besoins. Et bien voilà, fondamentalement, c'est la position B. C'est de dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire qui est utile à mon contexte et qui est utile effectivement à moi-même. Et on a une première posture ici de coopération. Une posture également d'anticipation. Alors, même principe, on va avoir en fait en position A l'anticipation, cette capacité de planifier, d'élaborer des scénarios. Ben voilà, le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. On verra bien. Je ne planifie rien. Voilà. Donc, je réponds en fait à un besoin personnel. J'évite de planifier parce que ça m'embête et je me laisse aller au fil de l'eau. Deuxième possibilité, pour se mettre à l'intersection, j'analyse les différents scénarios, anticipe des conséquences afin d'être prêt. Et donc, avec un plan qui est plus ou moins bien étudié en fonction des circonstances. Troisième position, je vais en fait anticiper. Impossible de partager le planning de mise en production. J'attends une confirmation de la part du responsable des opérations. Et donc, si on est en fait dans l'exagération d'anticipation, qu'est-ce qui se passe? On ne donnera en fait jamais, on sera toujours en recherche d'affiner le plan. Et non, je ne peux pas te donner le plan parce que je dois, le chef de projet qui ne remet son planning qu'à la fin du projet, parce que là, il est certain qu'il n'y a plus d'erreur. Il est clair qu'à partir du moment où on planifie, sans savoir ce qui va se passer, sachant qu'on expérimente, le plan n'est pas parfait. Et donc, cette capacité en fait à anticiper de façon agile, c'est de le faire en respectant les besoins du contexte, ses propres besoins, ou en se mettant à l'intersection. Et la dernière posture d'agilité qui fait partie donc, de cette approche, l'innovation, on va voir le même principe qui dit qu'en termes d'innovation, je me mets dans ma zone de confort, j'éteins cette capacité d'innover, ça fait 30 ans qu'on bosse ainsi, pourquoi changer? Se mettre à l'intersection, dire nos concurrents digitalisent leurs relations clients, il est important pour nous de le faire, je regarde le contexte, je m'y adapte. Troisième posture, c'est innover à tout prix. Nous devons voir notre support produit, un client s'éteint notre service. Et voilà. Et donc, ce que vous pouvez avoir dans ces postures, c'est de se dire, voilà, je prends la moindre idée pour effectivement toujours me mettre en recherche, en innovation et en transformation. Ce qui n'est pas forcément en fait utile. L'innovation agile étant l'innovation qui est faite avec justesse, adaptée en fait effectivement aux besoins de la clientèle. Et donc, on peut effectivement lier ces besoins de leadership et ces besoins d'innovation en créant en fait en tant que leader un espace qui va faire en sorte que la magie puisse apparaître. Et si vous regardez ces différents ensembles, travailler en fait à ces intersections demande effectivement une certaine discipline, ça demande une certaine culture, ça demande de mettre en fait les personnes en sécurité pour faire en sorte qu'elles se sentent effectivement capables de jouer en B à l'intersection et pas toujours d'être déporté en C, en disant je dois oublier en fait mon propre rôle parce que l'organisation est trop forte. Si je ne réponds pas en fait à l'organisation, cette organisation va effectivement me le reprocher et je pourrais être en difficulté sur mon job. Et donc, on a une fiche outil ici par rapport à l'agilité comportementale qui est l'Agile Profile, donc qui permet de mesurer ses qualités en étant dans la position A, dans la position B ou dans la position C, qui peut être utile en fait en phase de développement. On souhaite développer en fait la capacité et les comportements agiles d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais qui peut être aussi utile en phase de recrutement. Donc, en phase de recrutement, on va pouvoir se dire, tiens, je souhaiterais engager une personne qui soit effectivement capable d'innover. C'est effectivement vérifier les positions de confort de cette personne. Est-ce qu'elle sera davantage en fait en confort en position A, en position B ou en position C? Donc, ça permet là effectivement de s'assurer d'assurer la bonne personne.
Dernier point, pour parler également de ces méthodes dites agiles. Hein. Donc, il y aurait par ailleurs après une conférence spécifique, hein, sur le design thinking, qui est effectivement une méthode, un process qui va permettre en fait d'innover. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce process, mais simplement en fait pour illustrer que une méthode agile a des conditions intrinsèques de succès: avoir un team hétérogène, un laboratoire dédié, le courage d'échouer, permettre des idées hors du commun, ne pas s'amouracher de la première chose qu'on vient de produire, avoir un esprit ouvert, mais surtout c'est avoir une culture et avoir des comportements agiles. Mettre en place un process, si la culture n'est pas présente, si les employés ne se sentent pas en sécurité pour expérimenter, pour éventuellement échouer, c'est très compliqué, effectivement, de rentrer dans le cycle. Si on a peur d'échouer, alors que je participe à un process, je sais que mon responsable ne sera pas content si ça ne marche pas parce que lui s'attend absolument à une solution immédiatement, ça va être très compliqué de laisser émerger, de laisser fleurir les qualités et les innovations de ce process de design thinking. Donc, on a cette approche systémique qui est importante et qui va permettre effectivement à l'ensemble de l'organisation d'innover en prenant en considération les besoins de toutes les parties prenantes. Voilà. Je regarde l'heure. Désolé, je promis 5 minutes pour les questions. Il en reste 3. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des observations? Donc, vous pouvez les faire soit par le chat, soit si vous avez le micro aussi. Hein, donc, vous pouvez les faire aussi de façon… Oui, si je peux vous poser une question. Bonjour, Florent Testu. Oui. Une remarque, votre graphique qui fait apparaître le curseur entre une entreprise dans un développement industriel et ensuite qui évolue post-industriel. Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que dans la pratique, au sein d'une même organisation, on peut se trouver selon les sujets dans les deux temps où on peut avoir besoin d'être extrêmement, j'allais dire, exigeant, rigoureux, contrôle, méthode. Et sur la réunion d'après, sur un autre thème, être complètement dans l'agilité. Et donc, on peut vivre dans une entreprise les deux histoires. Voilà, c'est plus une remarque. Est-ce que vous le constatez? Tout à fait, absolument. Alors, ce qui est effectivement intéressant, et donc lorsqu'on fait l'analyse, le diagnostic d'agilité systémique, hein, ce qu'on va remarquer, c'est que l'entreprise, de façon statistique, va avoir des caractéristiques qui sont simplement en fait les moyennes. Puis, lorsqu'on va en fait regarder les business lines, les départements, les unités, on va remarquer certaines polarisations aussi dans l'organisation. La comptabilité, généralement, a des caractéristiques, alors que la recherche et le développement ou le marketing en ont d'autres. Et donc, lorsqu'on observe effectivement ces différents groupes, on va remarquer que lorsqu'ils parlent entre eux, ils peuvent ne pas s'entendre par le biais en fait de ces différences. Et ce que vous illustrez effectivement, c'est cette capacité dans l'organisation à naviguer d'un paradigme à l'autre. Alors, voir en fait si le paradigme est fonctionnel au sujet, et donc il va être un support, ou bien si ce paradigme va être un frein. Okay, donc, en discutant, et donc ce que j'ai observé en fait régulièrement avec les groupes en fait et la comptabilité et finance en général sont relativement rigides, sont souvent en fait des freins à l'innovation parce qu'ils imposent en fait un carcan de structuration en fait économique des projets qui ne permet pas au reste de l'organisation à se libérer. Et donc, c'est très compliqué de faire en sorte que les collègues de finance puissent avoir des discussions qui fonctionnent bien avec le marketing and sales, par exemple. Donc ça, c'est anecdotique, mais effectivement, on observe ces polarisations dans l'organisation. Donc, il est important de les connaître, de savoir pour faire en sorte, en fait, de pouvoir les transcender. Et cette approche, cette radiographie, cette production de cartes
permet à l'organisation de prendre conscience de ces différences pour les intégrer. Et le premier point, c'est prenons conscience d'où nous sommes de façon évoluée. Si on pense être à un endroit donné, on n'y est pas forcément, et donc ce point sur la carte va permettre effectivement aussi de dire, OK, les collègues du marketing, de la recherche et développement font ceci de bien, tiens, nous, qu'est-ce qu'eux font que nous ne faisons pas? Et donc ça devient aussi un outil interne de développement pour dire, tiens, est-ce qu'on peut quelque part copier, hein, si on veut, leur comportement pour être plus adéquat dans nos démarches.